Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode important qui va être un épisode un peu plus technique, un peu plus réflexif, puisqu'on va parler d'impôts. Alors, on va pas parler d'impôts au sens administratif, juridique, légal, etc. de la chose, c'est pas du tout mon métier. On va parler d'impôts plutôt au sens politico-social lié à l'entrepreneuriat. En fait, je t'explique où est-ce qu'on va avec cet épisode, c'est que très régulièrement, j'ai des collègues entrepreneurs ou entrepreneuses qui me partagent leurs échanges, leurs débats, leurs discussions avec d'autres collègues entrepreneurs ou entrepreneuses qui peuvent des fois tenir des discours que tu as peut-être déjà entendus ou qui peut-être sont les tiens d'ailleurs, que en France, les entrepreneurs et les entrepreneuses payent trop d'impôts, que on devrait pas en payer autant, que c'est dégueulasse qu'on paye autant d'impôts alors qu'on n'a même pas le droit au chômage, etc., etc. Le but donc de cet épisode, c'est d'éclaircir beaucoup de choses, parce qu'il y a quand même des fois des bêtises qui sont dites, et puis il y a des choses qui sont pas forcément des bêtises en tant que telles, mais sur lesquelles on peut être en désaccord, et donc le but ici c'est de te donner de la matière soit pour penser toi-même, soit pour avoir de l'argumentaire si ce discours-là est tenu, enfin que les personnes qui te tiennent ce discours-là, tu n'es pas d'accord avec ce discours, bah des fois on manque un petit peu d'argumentaire parce que franchement c'est un peu compliqué, c'est chiant, si c'est pas ton métier de base, hein, c'est un peu jargonique, on n'y comprend pas grand-chose. Il se dit quand même beaucoup de choses, soit des fois qui sont vraiment fausses, soit qui sont pas fausses mais qui sont tronquées, sorties de contexte, etc., etc. Donc le but de cet épisode, c'est d'avoir de quoi réfléchir sur ce sujet-là si tu as envie de réfléchir à cette question-là, de te donner de l'argumentaire pour discuter avec des personnes qui peuvent tenir ce discours si toi tu n'es pas d'accord avec ce discours. Et troisième point, si tu n'es pas d'accord avec moi, ça te donnera de quoi qu'on puisse échanger et que j'ai eu le temps de dérouler mon argumentaire à moi et qu'on puisse du coup éventuellement échanger si on n'est pas d'accord. Bon, alors j'entends souvent ce disque. Ah non, pardon, petit disclaimer de dire que l'épisode que je t'enregistre là, c'est un gros travail de synthèse de différents professionnels, notamment d'économistes, puisque Scoop, je ne suis pas économiste, c'est pas mon métier du tout, et donc je mets toutes les sources dans la description de cet épisode de plein de chercheurs, de professionnels, etc., qui m'ont aidé à construire cet article, parce qu'à la base c'était un article, et cet épisode-là, économie, sociologue, etc., les vidéos que je mentionnerai, les études que je mentionnerai, tout est en description. Voilà. Donc, j'en reviens. Chez les entrepreneuses qui tiennent le discours de oui, on paye trop d'impôts, la France est un enfer fiscal, on ne devrait pas payer autant d'impôts, on paye pour ceux qui bossent pas, blablabla, bla, 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 tout ce truc-là. Alors, il y a ceux dans ce lot-là qui ont viré complètement libertarien, et on va pas trop parler de cette thématique-là aujourd'hui. J'ai déjà fait un papier là-dessus, je te mettrai là aussi dans la description, parce que sinon l'épisode il va durer 1h30 et on va pas parler du courant libertarien aujourd'hui, j'en ai déjà parlé. On va plutôt parler des autres, c'est-à-dire qui n'ont pas encore viré complètement libertarien. Donc on va essayer de faire un épisode assez structuré et j'essaierai de penser à le chapitrer pour que tu puisses le séquencer. Déjà, on va commencer par la base de la base. Les impôts et les cotisations sociales, c'est quoi concrètement? Qu'on sache déjà de quoi on parle. En gros, les impôts et les cotisations sociales, c'est les ressources qu'on prélève sur les individus et les entreprises pour financer l'action publique. Okay. Donc ce sont des prélèvements obligatoires, et les décisions qui concernent les impôts et les cotisations sociales, elles sont prises de manière collective via le Parlement. Les impôts, spécifiquement, les impôts, ça finance l'État, ça finance les administrations publiques, ça finance les collectivités locales. Donc l'État prélève des recettes sur l'économie, et ensuite ces recettes elles sont affectées via le fameux vote du budget sur l'hôpital, l'école, etc., etc. Donc c'est l'impôt sur le revenu que tu connais bien sûr, hein, l'IR, que tout le monde connaît d'une manière ou d'une autre, l'impôt sur le revenu, mais c'est aussi l'impôt sur les sociétés par exemple, où certaines sociétés sont assujetties, c'est aussi l'impôt sur les fortunes immobilières, c'est la TVA bien entendu que tout le monde paye hein, d'une manière ou d'une autre, la CSG qui est à moitié un impôt, à moitié une cotisation sociale, bref on va pas rentrer dans la tête de la CSG, voilà. Donc l'impôt c'est pas juste l'impôt sur le revenu. Okay. Concernant les impôts, il y a un principe important à avoir en tête, c'est le principe de non-affectation des impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État dispose librement des dépenses, avec l'accord du Parlement, hein, bien entendu. Et donc ça permet, par exemple, en cas de guerre, que l'État puisse affecter rapidement de l'argent à l'armée. Okay. Si on manque de professeurs, l'État peut allouer de l'argent à embaucher des fonctionnaires. Okay. Les cotisations sociales, ici, c'est différent. Ici, on va prélever directement sur les salaires.
cotisations salariales et les cotisations patronales. Et on rassemble tout ça et on met ça dans la caisse commune. Okay, c'est ça, les cotisations sociales. Donc là, pour le coup, la destination, elle est précise. Ça finance les caisses d'assurance sociale. Okay, donc les impôts, on prend des recettes, ça revient dans les caisses de l'État, et ensuite on vote un budget et on dit ok, cette année la priorité c'est de recruter des professeurs, c'est les hôpitaux, c'est ceci, c'est cela. Okay, les cotisations sociales, c'est qu'on prélève sur les salaires, c'est les fameuses cotisations patronales, cotisations salariales, on met dans la caisse commune, et donc là la destination elle est très précise, ça finance les caisses d'assurance sociale. En français ça veut dire ça finance la sécurité sociale, qui regroupe la caisse des retraites, famille, assurance maladie, accident du travail, l'assurance chômage, j'insiste sur assurance chômage, j'y reviendrai après, et les retraites complémentaires. Okay. Donc, deux petits nota bene. Un, le RSA, ou l'aide au logement, par exemple, ne sont pas financés par les cotisations sociales. Okay, donc déjà pour les entrepreneurs, entrepreneuses qui vont vous dire mais moi je paye pour que ceux qui travaillent pas ils touchent le RSA. Alors c'est pas l'URSSAF. Hein. Donc quand vous payez l'URSSAF, entrepreneur, entrepreneuse, que vous payez tous les mois ou tous les trimestres, vous payez à l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales. D'accord ? Donc vous payez vos cotisations sociales. Ces cotisations sociales, elles vont dans les caisses d'assurance sociale, comme je viens de le dire, la sécurité sociale, etc., etc. Ça ne finance pas l'aide au logement, ça ne finance pas le RSA. Petit premier nota bene. Deuxième nota bene auquel je tiens. Je rappelle donc que le chômage est une assurance. C'est pour ça que j'ai insisté sur assurance chômage. Le chômage est une assurance que les salariés ont payé et qu'on leur reverse si besoin. Je rappelle ça comme ça. Le chômage n'est pas un cadeau qui est fait à celles et ceux qui le touchent. Donc c'est pas des gens riches, entrepreneurs, que sais-je, qui par charité cotisent au chômage pour payer le chômage. Alors, pas du tout. Hein. Ce sont les travailleurs et travailleuses qui tous les mois se font prélever des cotisations sociales sur leur salaire, qui financent parmi X et Y assurances leur assurance chômage, qui leur est donc reversée si un jour ils se retrouvent chômeurs ou chômeuses. Je le rappelle comme ça, hein, le chômage n'est pas un cadeau, c'est une assurance. Hein, ils ont payé pour ça. Bref. Deuxième point à éclaircir, ça représente combien d'argent tout ça? Ok, donc petit 1, c'était quoi les impôts et les cotisations? 2, concrètement, ça représente combien d'argent? Qu'on se fasse à peu près une idée. La première recette fiscale du pays, c'est, roulement de tambour, la TVA, avec environ 200 milliards d'euros par an de recettes. Donc déjà, petit 1, les entrepreneurs qui disent « Oui, il y a que nous qui payons de l'impôt dans le pays », c'est faux, hein, puisque la TVA, tout le monde la paye. Tu achètes ta baguette de pain, tu payes de la TVA, tu achètes un ordinateur, tu payes de la TVA, etc. Ce qui d'ailleurs, on y reviendra après, je le rappelle, fait de la TVA l'impôt le plus injuste socialement. En revanche, ce sont bien les cotisations sociales et de loin qui sont la première ressource puisqu'elles représentent un tiers des recettes publiques totales. Donc je regarde mes chiffres. Alors, j'ai trouvé différents chiffres. Grosso modo, on tourne entre 400 et 500 milliards d'euros pour les cotisations sociales. Donc d'après l'économiste Michael Zemmour, on obtient grosso modo ce classement. 1, les cotisations sociales. 2, la TVA, qui n'a d'ailleurs jamais tant rapporté au vu de l'inflation actuelle, et 3, la CSG, qui est prélevée sur tous les revenus, donc aussi sur les retraités et les revenus du capital, mais qui ne finance pas que la sécurité sociale, à l'inverse d'autres impôts. Bref. Donc, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, en résumé, on paye l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres, et l'URSSAF se charge de redistribuer aux différentes caisses d'assurance sociale. La sécurité sociale, etc., etc. En gros. Troisième sujet, quand tu entends l'argumentaire « on paye de l'impôt pour ceux qui n'en payent pas ». Allez, on va rentrer maintenant dans l'argumentaire qu'on entend. Donc, soit tu es d'accord avec cet argumentaire, je t'explique pourquoi moi je ne suis pas d'accord, soit tu es plutôt d'accord avec moi et ça te donnera peut-être de l'argumentaire pour discuter avec d'autres entrepreneurs ou entrepreneuses. Donc, quand il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse qui dit « on paye de l'impôt pour tous ceux qui n'en payent pas », c'est faux. Et alors là, je veux bien qu'on soit en désaccord, mais ça c'est faux. Hein. Tout le monde paye de l'impôt. Tout le monde ne paye pas d'impôt sur le revenu. Ça, bien entendu, c'est vrai. Tout le monde ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Ça, c'est vrai, bien sûr. Mais tout le monde paye, ne serait-ce que la TVA. Comme je le disais avant, à chaque fois que tu achètes ta baguette de pain, que tu achètes un ordinateur, que tu achètes, je sais pas moi, une table, bref, peu importe, tu payes de la TVA. Okay. Ce qui rend la TVA, comme je le disais un peu plus tôt, l'impôt le plus injuste qui soit, bien sûr, puisque, évidemment, peu importe ton revenu, tu payes le même pourcentage que tout le monde. Hein. Les impôts sont des prélèvements obligatoires pour tout le monde, donc tout le monde contribue à l'impôt. Maintenant, il est vrai que tout le monde n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu, par exemple. Ça, c'est vrai. Après, il y a le truc de on paye plus en France. Alors, est-ce que vraiment on paye plus en France? Oui et non.
C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Alors, oui, effectivement, on peut payer plus en France que dans d'autres pays. On peut avoir plus de prélèvements obligatoires en France que dans d'autres pays, tout simplement puisque l'assurance sociale en France, l'assurance maladie, elle est socialisée. Okay. L'assurance maladie est socialisée, donc évidemment tu cotises plus, mais tout simplement parce que c'est des sous que tu n'auras pas à sortir de ta poche. C'est précisément parce que il y a des cotisations d'URSSAF pour les entrepreneurs et cotisations sociales salariales qu'on met tout ça dans la caisse commune et que donc le jour où tu t'es pété la jambe quand tu faisais ton ski ou malheureusement des fois pour des choses beaucoup plus graves, on ne te pose pas la question. Hein, quand les pompiers débarquent, ils ne te demandent pas si tu peux payer. Tu es pris en charge, tu es soigné, et après on s'occupera d'envoyer des factures et compagnie. Ce qu'il faut bien en fait avoir en tête, c'est que la santé, pour ne prendre que cet exemple, hein, c'est pas gratuit. Scoop, la santé c'est payant. La santé en France, c'est pas gratuit. Hein, contrairement à ce qu'on entend souvent, la santé en France c'est gratuit. Pas du tout. Vous avez payé ça via vos cotisations. On met le tout, comme on le disait, dans la caisse commune et quand quelqu'un est malade, on prend dans la caisse commune pour le soigner. Déjà, ça permet de ne laisser personne crever par terre et donc d'avoir un système le plus hermétique possible à toute forme de discrimination. Je dis le plus possible parce que bien entendu, il n'est pas hermétique à toute forme de discrimination, loin de là, mais le plus possible. Si tu as eu un accident de voiture, on vient te secourir, peu importe ta classe sociale, peu importe ta couleur de peau, peu importe les sous que tu as sur ton compte, c'est pas le sujet, ok? On ne te demande pas ta carte bleue, on ne te demande pas ta fiche d'imposition. Quand on vient te secourir sur le lieu d'un accident, on te prend en charge, quoi qu'il arrive. Okay. C'est de moins en moins le cas pour plein de choses, je sais bien, c'est la libéralisation de la santé. Bon, en résumé, si tu cotises moins, tu es moins couvert, moins assuré, entre guillemets, ok? C'est le cas des micro-entrepreneurs et des micro-entrepreneuses. Qui dit cotisation amoindrie, dit couverture sociale amoindrie. Donc évidemment, si en France, il y a une part où effectivement on peut avoir plus de prélèvements obligatoires, c'est aussi parce que nous avons une assurance maladie socialisée qui permet de ne pas sortir des sous de sa poche. Parce que s'il n'y avait pas de cotisation sociale, alors effectivement, tant que tu es en bonne santé, bah effectivement, tu vas tous les mois, tu ne donnes pas d'argent à l'URSSAF. Donc oui, effectivement, tu vas moins dépenser. Par contre, si d'aventure, tu as un problème de santé et un gros problème de santé, et quand je dis gros problème de santé, je parle pas forcément d'un truc même très très grave, mais ne serait-ce qu'une jambe cassée, bah si vous avez 2 minutes à perdre, messieurs dames, je vous invite à regarder sur internet combien ça coûte à sortir de sa poche. Une hospitalisation pour une jambe cassée, pour un Covid prolongé, pour une nuit à l'hôpital, enfin voilà. Donc hein, tout ça n'est pas gratuit, hein, c'est que nous avons une assurance maladie socialisée qui permet que on laisse personne dans la merde et que peu importe ton revenu, tu es pris en charge. Quatrième, cinquième, je ne sais plus où j'en suis, point de mon épisode, c'est des fois on nous rétorque, bah oui mais le trou de la sécu. Hein, bah oui mais il y a le trou de la sécu, on peut plus, machin. Bon alors, là il faut citer, me semble-t-il, Nicolas da Silva qui est un économiste et auteur, entre autres, de livre La bataille de la sécu, qui le dit très bien, c'est que depuis qu'il y a la sécu, il y a des débats pour dire attention au secours c'est la faillite. Alors pourquoi est-ce que du coup on parle concrètement de ce trou de la sécu? En fait quand on parle du trou de la sécu, on fait référence à la différence qu'il y a entre les recettes et les dépenses. Bon. Donc, en fait, on fixe un niveau de cotisation à X euros, et on dit on a besoin de ça. Bon. On fixe un niveau de cotisation à X euros, et puis finalement, les dépenses sont plus importantes. Par exemple, parce qu'il y a plus de retraités, donc on dépense plus. Et puis les dépenses, bien entendu, sont dynamiques, elles ne sont pas toujours les mêmes. Bon. Et donc, pour peu que tu as des dépenses plus importantes, pour peu que tes recettes, elles, soient moins importantes, parce qu'il y a eu des exonérations de charges, par exemple, ou parce qu'il y a moins de cotisations qui rentrent dans les caisses, et évidemment, ça creuse l'écart. Donc, je cite Mickaël Zemmour, qui est économiste aussi, il dit aujourd'hui, le trou de la sécu, il n'est pas très gros, mais effectivement, il appelle une réponse. Et donc, c'est là qu'on rappelle que c'est censé être une réponse collective. C'est en partie ce qui avait été soulevé par l'argumentaire du président lors de la réforme des retraites. Mais j'en ai déjà parlé dans un épisode des bugs, donc je reviens pas ici dans le détail, mais très rapidement, quand il avait dit, je le cite, je lis mes notes, comme ça je ne défends pas le propos, soit on baisse les pensions des retraités, soit on augmente les cotisations. Je rappelle que c'est un sophisme du faux dilemme. Donc il n'y a qu'un seul moyen, si on est lucide, sophisme du bon sens, puisqu'on vit plus longtemps, c'est de travailler plus longtemps. Bon, donc j'en avais déjà parlé du problème de cet argumentaire. On te met le lien dans la description. C'est un épisode qui s'appelait le faux dilemme. Je crois que c'est là que j'en ai parlé. Donc voilà, ce qui est vraiment important en fait à comprendre avec cette histoire du trou de la sécu qui appelle une réponse, c'est qu'elle appelle une réponse
collective. Donc ce qui est important de souligner, c'est qu'il s'agit d'une réponse collective, donc il s'agit de choix politiques qui doivent s'établir collectivement et démocratiquement. Cinquième, sixième point, je ne sais plus. Est-ce que du coup notre système français, est-ce qu'il est juste? Parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que du coup tout ça est juste? Alors, globalement, l'économiste Michael Zemmour, il vous répond que oui, grosso modo, attendez, je vais contester après. Grosso modo, plus tu gagnes, plus tu contribues au système. Pour lui, le trou dans la... Enfin, pas pour lui et pour d'autres d'ailleurs, hein, le trou dans la raquette, il se situe surtout du côté des ultra riches. Surprise, surprise. Par exemple, l'impôt sur les sociétés, c'est un bon client, entre guillemets, de l'optimisation fiscale. Hein. Donc si vous voulez creuser, vous pouvez vous renseigner sur la notion de manipulation des prix de transfert. On va pas élaborer ici, mais ça va être trop long. Mais ceci dit, quand on fait le détail impôt par impôt, enfin, en fait, on voit bien que les impôts, ça impacte surtout les plus pauvres, contrairement à ce qu'on nous rabâche à longueur de plateau, pardon. Je te mets dans la description une vidéo de Blast qui montre très bien que globalement, hein, c'est à peu près juste, à peu près équilibré. Et par contre, quand on arrive sur les ultra riches, eux, ils payent proportionnellement à leurs revenus énormément moins d'impôts que le reste de la population. D'accord. Je te mets aussi une vidéo du Monde dans les liens en description qui t'explique justement tout ça, comment ça se fait sur toutes les 5 premières minutes de cette vidéo, où eux, ils ont calcul qui mène plutôt à montrer que les pauvres, ils paieraient même un peu plus en proportion de leurs revenus. Ils sont à 68% pour les plus pauvres et à 54% pour les plus riches. Donc on parle bien de tout impôt confondu, hein, pas juste de l'impôt sur le revenu, où bien entendu les riches payent davantage d'impôt sur le revenu, ça c'est évident. Et Blast, il montre que c'est quand même plus ou moins équilibré. Par contre, là où tout le monde est d'accord, c'est que c'est les ultra riches qui payent le moins. Bref, complètement farfelu. Donc, la question à se poser, c'est déjà d'avoir un système qui permet, au minimum, aux inégalités de ne pas se creuser et de ne pas s'aggraver. Déjà. Ça, c'est la première question. Comment est-ce qu'on pense un système de redistribution qui permet au minimum aux inégalités de ne pas s'aggraver, de ne pas se creuser? Donc en fait, il s'agit bien entendu de penser en proportion du niveau de vie plutôt que de penser en euros à proprement parler, puisque bien entendu, les riches dépensent, mettent plus de pièces dans la machine puisqu'ils ont plus de pièces. Évidemment. Donc, sur ce point, c'est pas moi qui le dis, hein, avant qu'on vienne me dire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, je mets la source dans la description. La France a vu se creuser les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres et le taux de pauvreté augmente. Donc, bien entendu, c'est injuste, bien entendu, et surtout, soyons clairs, ça se finit rarement bien. Des situations comme ça. Donc un dernier petit chiffre pour s'achever avant qu'on passe à un autre plan. Dernier chiffre pour s'achever, les 4 milliardaires français les plus riches et leurs familles, on parle des familles Arnaud, famille Bettencourt-Meyers, famille Gérard et Alain Wertheimer, ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020 et dans le même temps, la richesse cumulée de 90% des Français a baissé. Voilà, c'est un chiffre du rapport de l'Oxfam dont je mets là aussi le lien dans la description. Ensuite, autre argumentaire, c'est on ne devrait pas payer d'impôts. Alors ça, c'est un argumentaire qu'on peut entendre. On va terminer avec celui-ci. Quelque part, c'est un peu... J'aurais pu commencer avec celui-ci, mais on va terminer comme ça. Parce que c'est un peu la question globale, c'est pourquoi la redistribution des richesses, en fait. Hein. Alors, on va voir que 2 points, parce qu'il y a des livres entiers pour parler de la redistribution des richesses. Moi, j'ai envie d'en donner 2, ici. Un, c'est la question de la solidarité. On va prendre l'exemple des retraites, ok? La branche retraite de la sécurité sociale, en France, elle a été fondée sur un modèle assurantiel avec le fameux système par répartition. En gros, hein, c'est très simple, plutôt que chacun mette ses petits sous de côté dans son petit porte-monnaie, dans sa petite tirelire, ça c'est le système par capitalisation, eh bien les jeunes mettent des sous dans la caisse commune pour payer la retraite des plus vieux, et quand ces jeunes deviennent vieux, eh ben, c'est les nouveaux jeunes qui vont payer dans la caisse. Ok. Bon, on fait l'impasse ici sur le problème posé par le nombre d'actifs versus le nombre de retraités, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais Alexis de la chaîne de l'Esprit Critique en a fait une très bonne vidéo que je te mets dans la description là aussi. Ça permet de la solidarité. Okay, ce système par répartition, les jeunes mettent des sous dans la caisse pour payer la retraite des plus vieux, ça permet de la solidarité. Et quand je dis que ça permet de la solidarité, c'est pas juste pour défendre de jolies valeurs, c'est pas juste pour dire ah c'est bien, c'est moral, c'est gentil, c'est joli, la solidarité, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est que concrètement, ayons une pensée matérialiste. Concrètement, le fait qu'on pense un système solidaire, c'est que ça met tout le monde dans le même bateau. Et quand vous mettez tout le monde dans le même bateau, ben ça oblige à trouver des solutions collectives et des solutions politiques. C'est pas
chacun sa gueule, et puis tant pis du coup pour les plus faibles, tant pis pour ceux qui n'ont pas les moyens, tant pis pour ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances. Non, on met tout le monde dans le même bateau, et donc on est obligé de trouver des solutions ensemble. Donc, nota bene, ça rend aussi le système des retraites beaucoup plus solide et beaucoup plus sûr. Hein. Il faut aller demander à nos amis outre-Atlantique. Et nota bene 2, ça permet de ne pas avoir de réserve d'argent de son côté pour sa retraite. Et donc, tu risques pas de perdre ta retraite parce qu'il y a eu une faute de gestion bancaire, hein, par exemple. Bon. Là aussi, hein, je cite le rapport de l'Oxfam, les 1% les plus riches détiennent 36% du patrimoine financier total en France, alors que plus de 80% des Français ne déclarent posséder ni assurance vie, ni action directement. Rapport de l'Oxfam, toujours. Donc voilà, on fait un choix de société. En fait, on a décidé collectivement qu'on ne laissait pas d'autres êtres humains sur le bord de la route. Et encore une fois, on sait très bien les conséquences que ça va avoir, cette pauvreté-là. Ok ? Donc c'était la question de la solidarité, et après il y a la question des moyens. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'entends cet argumentaire de me dire oui, on ne devrait pas payer d'impôts, etc., des fois je me demande, est-ce que les personnes qui vous disent ça, est-ce qu'elles réalisent seulement combien ça leur coûterait, leur facture d'hôpital, si elles devaient payer ça de leur poche ? Encore une fois, on peut malheureusement aller demander à nos collègues outre-Atlantique. Hein. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de réfléchir à appeler les pompiers ? Parce qu'il faudra les payer, du coup, les pompiers. Est-ce que ça marche pour la police, hein, aussi? Parce qu'alors ça, bizarrement, les libertariens, ils veulent pas payer d'impôts, tout ça, mais bizarrement, la police, ils veulent pas s'en débarrasser, d'accord? De la même manière, le jour où tu auras besoin de l'intervention de la police, est-ce que tu as envie de décrocher ton téléphone et de réfléchir à deux fois parce qu'il faudra payer? Parce que c'est les impôts qui financent ça aussi, hein, bien entendu. Hein. Est-ce qu'ils pensent vraiment payer pour les autres et que eux, ils ne bénéficient pas de ces assurances? Okay. Quand vous payez de l'URSSAF, quand vous payez des cotisations sociales, c'est pour tout le monde. Vous bénéficiez, vous aussi. Quand vous avez une ordonnance de votre médecin, quand vous allez aux urgences, etc., etc., c'est pas que vous payez pas, c'est que tout le monde a mis dans la caisse commune. Enfin bref, vous savez. Hein. Et puis allez, je termine sur un petit nota bene, parce que l'autre jour on m'a dit ça, on m'a dit oui, mais bon, tu comprends, moi je suis entrepreneuse en l'occurrence, et nous on paye des impôts, on paye des cotisations, et on n'a même pas le droit au chômage. Et oui, mais toujours pareil, le chômage c'est pas gratuit, hein. Le chômage c'est pas une aide, c'est pas un cadeau, c'est une assurance. Les salariés ils cotisent pour leur chômage, et ben si les entrepreneurs et les entrepreneuses veulent le chômage et qu'on veut que l'État nous permette ça, il faudra donc payer une cotisation supplémentaire. Donc il y a un truc qui marche pas dans l'argumentaire, c'est soit vous voulez pas payer plus de cotisations et donc du coup bah effectivement vous n'avez pas le droit au chômage, soit vous vous battez pour que les entrepreneurs et les entrepreneuses puissent avoir le droit au chômage, mais donc de fait il faudra cotiser, parce que je le rappelle, le chômage est une assurance, ce n'est pas un cadeau. Voilà. Les ressources, elles sont toutes dans la description. D'une manière générale, je t'invite, si ces sujets t'intéressent, à lire, écouter le travail formidable de l'économiste Mickaël Zemmour, son confrère Nicolas Da Silva, qui s'occupe beaucoup des questions de sécurité sociale, The Goat Bernard Friot, bien entendu. C'est une vision communiste du travail, je précise par avance pour les allergiques, mais qui est vraiment un spécialiste des questions justement de la sécurité sociale et du financement à la cotisation. Le travail de l'exceptionnel, je l'adore, sociologue Nicolas Framont, plutôt sur les questions du travail que sur les impôts et les cotisations à proprement parler, mais forcément en parlant de la notion du travail, il parle aussi des notions capitalistes, forcément, et donc il y a quand même des liens. Je te mets mon papier sur le mouvement libertarien, je te mets la vidéo du Monde, je te mets la vidéo de Blas, je te mets l'article de l'INSEE, je te mets le rapport de l'Oxfam, la vidéo d'Alexis de la chaîne de l'Esprit Critique. Et quand on aura vu tout ça, normalement, t'as quand même une bonne idée de ce qui se passe. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu, et si tous ces sujets-là t'intéressent et que tu veux apprendre à mettre tout ça en lien avec ton travail de professionnel de l'accompagnement, pour celles et ceux qui sont coach, thérapeute, etc., le mieux c'est de débarquer dans la formation niveau 2, posture niveau 2, donc accompagné avec une vision systémique. On attaque début février et il reste 3 places, donc au moment où tu l'écoutes, je ne sais pas combien il en reste, donc il faut pas trop traîner si ça peut t'intéresser, parce qu'on revient pas avant 2026. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'as pas trop mal à la tête après toutes ces histoires d'impôts et de cotisations. N'hésite pas à transférer cet épisode, à le partager si tu penses que ça peut intéresser un entrepreneur ou une entrepreneuse, ou pas d'ailleurs, hein, autour de toi. Ciao, ciao.